Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'atelier Phileas. Bonjour Anne-Charlotte Zanassi. Bonjour. Bonjour Dominique Vitti. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte associé, fondateur de l'atelier Phileas. À noter d'emblée, Phileas est un prénom masculin français d'origine grecque qui signifie aimer. Vous êtes déjà intervenu dans Comme d'Archi, dans sa forme native, à propos de votre projet de centre culturel à Ouistreham, dont vous aurez peut-être à cœur de nous donner des nouvelles. Pour introduire cette interview, je vais citer des fragments de l'article que vous avez souhaité que je rédige dans la rubrique Portrait d'agence d'Archistorm, paru dans la fameuse revue en novembre 2020. D'ailleurs, j'en profite pour vous en remercier vivement. Je cite « Il, l'atelier Phileas, représente l'agence parisienne par excellence. Ses associés, vous, connaissent la géographie de l'Île-de-France comme leur poche. Alors, quoi de plus naturel pour l'atelier Phileas que de s'implanter dans le 12e arrondissement, dans l'ancienne rue des Artisans, non loin de l'école Boulle, dans le quartier devenu fief des Archis de Paris. Ne nous y trompons pas, ils sont arrivés au 89 rue de Reuilly il y a 17 ans déjà, portés par l'élan des 5 agences du collectif Plan 01 dont ils faisaient partie. Auparavant, ils avaient débuté rue Monge, rue Daguerre, là aussi dans le vieux tissu urbain de la capitale, inspirante. Ils ont toujours été rock'n'roll, ou plutôt un mélange des Sex Pistols et de Rigoletto. Au départ, une bande de copains, en soif de liberté, sans doute stimulés par Anne-Charlotte, hyper dynamique. Ce ne sont pas des histoires, c'est l'histoire. D'ailleurs, Anne-Charlotte, ceinture noire de karaté, vient d'obtenir le 3e dan. 3 points de suspension. Sans dévoiler tout l'article que je recommande à tous de lire, chers auditeurs, j'ajouterai que vous avancez sans dogmatisme dans la nécessaire agilité que l'actualité nous impose. Vos projets sont diversifiés, tous les programmes vous intéressent, même les programmes si délicats des crématoriums dont vous êtes devenus habitués. Vous vous intéressez au phénomène de diffraction. Parmi vos principaux projets, je citerai l'école polyvalente avec résidence étudiante et cuisine centrale de la ZAC Cardinet-Chalabre, Paris 17e, livré en 2013, votre projet choisi pour notre version anglaise du podcast. Le poste de commande centralisé de la ligne 13 à Malakoff, Hauts-de-Seine, livré en 2009. Vignanville, finaliste du concours Inventons la métropole du Grand Paris 2 en 2019. Le projet d'un ensemble de 276 logements avec commerce et halles gourmandes à Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine. Puis la base d'instruction pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne, en chantier. Le centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne, aussi appelé Le Pressoir, à Aille-Champagne, dans la Marne, en chantier. Le centre des relations franco-britanniques de Ouistreham-Rivabella, dans le Calvados, concours gagné en 2017 et en stand-by, que nous avons évoqué en introduction. Le crématorium de Cormeilles-en-Parisis, dans le Val d'Oise, à peine livré. Et enfin, le monument aux morts de la Grande Guerre de la ville de Paris dans le 20e arrondissement, livré en 2018. Après cette très longue introduction, à vous la parole. Commençons par le début. Pouvez-vous nous rappeler quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études? Dominique, c'est vous qui commencez? Oui. Jeunesse. Le parcours d'architecture, chez moi, il est un peu simple et naturel. Je viens d'une famille qui a toujours été dans le bâtiment depuis mon arrière-grand-père. Mais je suis celui qui a un peu trahi la cause, puisque j'ai passé des constructeurs aux concepteurs. Et
en voulant devenir architecte, contre l'avis d'ailleurs de mon père, qui trouvait que c'était pas un métier assez physique pour moi. Voilà. Et sinon, mes études, c'est UP7 à Tolbiac, et avec quelques professeurs qui nous ont amenés au concours d'architecture, et j'ai vraiment commencé à trouver ma voie à travers cette pratique-là. Voilà. Famille italienne, je crois, hein, c'est Oui, ça? tout à fait, oui. Et vous avez grandi en France? Oui, en Ritalie plus exactement, c'est-à-dire dans la banlieue de Villejuif. Voilà, donc c'est... Très immergé dès le début. Voilà, très immergé dans le début. Et puis tout autour de moi, c'était que des constructeurs ou des gens qui travaillaient dans le bâtiment. Voilà. Anne-Charlotte? Oui, alors moi, c'est pas du tout le même parcours, parce que moi, j'ai choisi ce métier par une espèce d'intuition incroyable, puisque je n'avais aucun architecte ni constructeur dans ma famille, plutôt des énarques. Et j'ai eu cette intuition j'aimais le dessin et les sciences et les mathématiques en particulier, donc j'ai eu cette intuition de faire des études qui mêlaient les deux. Je me suis sentie très très à l'aise tout de suite dans les écoles d'architecture. Et effectivement, j'ai aimé cette dynamique créative, parce que c'est ce qui se passe dans les écoles d'architecture. On est vraiment dans la créativité et la culture de l'architecture, et c'est ça qui m'a plu. Après, j'ai eu une émotion en voyant le chantier des Halles, le trou des Halles, où j'ai compris à quel point l'architecture pouvait bouleverser la ville par ces nouveaux chantiers. Alors, quand on grandit dans une famille d'énarques et qu'on veut faire de l'architecture, qu'on est une femme, il n'y a pas de comment dirais-je, à convaincre? Non, pas du tout. Non. Non, mes parents étaient très très contents que je fasse exactement ce que je veux. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis toujours, puisque j'ai voulu monter mon agence assez rapidement, ce qui donne une très grande liberté. Donc, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Vous disiez que vous avez très vite monté votre agence, mais pour monter une agence, il faut une commande? Oui, alors la commande, en fait, elle est arrivée par hasard. C'était on a fait un projet de gare maritime près de Barneville-Carteret. C'était un petit concours qu'on a gagné. Mais en réalité, on a, avec Dominique, fait beaucoup de concours pour étudiants. Quand nous étions à Paris-Tolbiac, à UP7, et on était à la recherche de tous les concours possibles et imaginables. Ouais. Et celui de la gare maritime est arrivé comme ça. C'était un petit projet, mais dans un site incroyable, qu'on a gagné, mais par hasard. C'était une époque où il n'y avait pas... Les candidatures à envoyer étaient moins formalisées qu'aujourd'hui. Et les concours aussi. Il y avait des oraux. Enfin, voilà, c'était vraiment une autre époque. Et ça a été l'acte fondateur de l'agence, oui. Mais très vite, on a peu travaillé en agence et monté notre agence très vite. Mais vous étiez très entraînée au concours. Oui. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, le travail finit par payer. Oui. Et puis c'est une dynamique qu'on aime. On est des bêtes à concours, je crois. Ouais. C'est un élan créatif, d'une part, et puis une analyse à conjuguer avec l'élan créatif, une analyse des contraintes. Vous parliez des agences quand même dans lesquelles vous étiez passé. Il me semble qu'il y avait Yves Lion. Oui. J'ai fait mon diplôme avec Yves Lion et je suis allée travailler dans son agence après pendant 2 ans. C'était une très très bonne expérience. J'ai travaillé dans quelques agences, mais pas longtemps. En fait, on a monté l'agence très vite. Il y a plus de 25 ans maintenant. Et Dominique ? Justement, non. Moi, j'ai pratiquement jamais travaillé en agence, à part en charrette, en tant qu'étudiant. Mais c'est vrai qu'on a gagné ce concours. On est juste de se diplômer. L'encre du diplôme n'était même pas encore sèche, en ce qui me concerne. Donc, on s'est jeté tout de suite dans cette aventure. Et voilà. Pour ma part, j'ai appris toute la partie, en tous les cas, la partie opérationnelle, pour pas la mélanger avec le conceptuel, mais sur le tas pratiquement, et en bénéficiant de l'expérience qu'avait déjà acquise Anne-Charlotte dans le travail d'agence. Toute petite expérience. Mais c'est vrai qu'on s'est construit autour de nos projets essentiellement. Et avec beaucoup d'inconscience, mais tant mieux. Oui, parce que finalement vous êtes intact. Oui. Vous n'avez pas été façonné. Absolument. Il y a un regard nouveau. Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
Oui et non. Oui et non. Je répondrais la même chose. Oui et non. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Alors, Oui, parce que, comme on le disait, on a eu la chance de monter notre agence très vite, et c'est ce qu'on voulait faire, Charlotte et moi, dès le début. Donc on a construit notre outil, on s'est construit autour de cet outil, et dès le début, on a pu travailler avec une certaine liberté, on va dire, de conception en tous les cas. Et on a bénéficié pour cela, effectivement, des opportunités que nous avait amené notre parcours d'étudiant à travers les concours, et de cette fameuse inconscience dont parlait Anne-Charlotte, parce que se lancer tout de suite dans une aventure d'agence à peine sortie de l'école, ça demande une bonne dose d'inconscience que seule la jeunesse apporte, et c'est une chance. Alors oui pour ça, et non parce que personnellement, à ce jour, j'ai pas l'impression d'avoir eu l'opportunité de travailler sur le projet que j'ambitionne de faire depuis que l'envie d'architecture m'a envahi. Alors, projet qui, au-delà du maître d'ouvrage, du programme, du budget, se caractérise surtout par une liberté complète de conception, ce qui n'existe pas en réalité dans notre métier, ce qui en fait même toute la différence avec les autres arts qui ont cette liberté d'expression. Mais ça, ce serait mon rêve, de pouvoir travailler un jour sur un projet avec la même liberté qu'un peintre ou un sculpteur peut avoir par rapport à son œuvre. Alors, ça reste un Graal, ou plus modestement une carotte, mais c'est ce Graal, c'est ce Graal qui nous tire, enfin qui me tire, et qui Attention, parce qu'avec la carotte, il y a souvent le bâton. Hein. Il y a le bâton aussi. Mais c'est ce sentiment qui me permet de mettre, en tous les cas, cette ambition au service d'un commanditaire, pour non seulement répondre à sa problématique, mais aussi pour la dépasser, quoi. Donc un projet ex nihilo avec comme toile blanche le terrain. C'est arrivé dans l'histoire de l'architecture, où certains architectes ont eu des commandes, en particulier de maisons individuelles, c'est souvent le cas. Toi, c'est plutôt d'une tour dont tu rêves, non ? Une tour individuelle, oui, ça serait magnifique. Mais il y a ce côté où, à un moment, on peut vous demander de livrer votre bâtiment, encore une fois, comme un peintre ou un sculpteur livre son œuvre. Ça reste. Et je parle de construire, pas de concevoir, parce qu'on a conçu souvent des bâtiments, on a fait des concours d'idées, des choses comme ça, où justement là, la liberté est complète. Mais le but d'un architecte, ça reste quand même de construire, de sortir de l'utopie pour aller vers l'opérationnel. Mais arriver à construire quelque chose de cette façon-là, oui, ça serait un but. Ouais. Charlotte. Alors moi, c'est pas la même chose. Peut-être. Moi, j'ai un avis plus pragmatique, on va dire, sur mes rêves, paradoxalement. Oui, j'ai le sentiment d'avoir accompli ce dont je rêvais à la sortie de l'école, c'est-à-dire d'avoir construit une agence, d'abord, et construit beaucoup de bâtiments avec une très grande liberté de penser, malgré tout. Donc ça, c'est pour ça que j'ai monté mon agence. Donc oui, c'est accompli, et ça reste encore chaque jour à accomplir. Ouais. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et non, je n'ai pas accompli ce que j'imaginais à l'école, parce qu'en fait, ce que j'imaginais à l'école a complètement changé. Le métier a changé, le monde a changé, en fait, en réalité. Et donc, on ne pouvait pas imaginer, il y a 25 ans, quels seraient les enjeux auxquels on ferait face 25 ans plus tard en tant qu'architecte. Et je n'ai d'ailleurs pas d'idée encore. Il y a beaucoup d'innovations à chercher. Il y a eu un petit coup d'accélérateur récemment avec cette pandémie mondiale, mais même sans ça, j'ai le sentiment de ne pas avoir accompli ce que j'imaginais, parce que ce que j'imaginais n'était pas imaginable aujourd'hui, avec le monde qui a changé. Et j'ai l'impression que notre métier est en tel bouleversement parce que le monde change, que les défis les plus importants restent à accomplir pour les architectes. Et je suis convaincue que les architectes ont un rôle à jouer dans la modification du monde et dans sa résilience et sa transformation. Donc la pression est plus grande, c'est ça ? L'attente est plus dense. Oui, mais c'est pas une pression au sens négatif, en fait. Ouais. C'est simplement la pression d'un métier qui est utile. Ouais. De trouver des solutions. Et qui a du sens. Voilà. La recherche de solutions et de donner des réponses à l'urgence climatique. Par exemple. Ouais. Par exemple. Et il y a l'urgence sociale aussi. Il y a la transformation de l'économie en écologie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles l'architecte et les urbanistes, sur lesquels ils peuvent intervenir. Ouais.
Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur le rêve ? Non, le rêve, c'est la créativité. Et ça, c'est le moteur. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets ? Alors, nos projets, on n'a peut-être pas la même façon d'en parler, Dominique et moi. Nos projets, c'est plutôt la façon dont on les conçoit, sur lesquels on peut dire quelque chose. C'est-à-dire que nous d'abord, on fait que des objets uniques. On n'a pas de signature, on n'a pas d'écriture, hormis... Enfin, ça, c'est ce que vous dites. On dit aussi que notre signature, c'est l'immersion. Ouais. C'est-à-dire que chaque objet se fond dans son paysage au sens large du terme, paysage qui peut être urbain et qui est le contexte, en fait. Et c'est cette approche-là qui nous guide, c'est-à-dire des objets complètement fonctionnels, avant tout, et immergés et intégrés dans leur paysage et qui intègrent les contraintes. Dominique ? Oui, je pourrais dire la même chose, mais c'est vrai qu'on s'interdit d'avoir un style autant que style esthétique. Voilà, parce qu'en fait, ça peut être une approche qui est tout à fait noble dans certains cas, il n'y a pas de critique là-dessus, mais ce n'est pas notre façon, nous, de voir les choses, parce qu'on devient prisonnier quelque part d'une image où on va reproduire finalement un modèle et qu'on va essayer d'adapter à des programmes. Bon, voilà, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pratiquement d'être surpris par notre projet. Donc, c'est la méthode d'élaboration du projet, on l'a développée depuis plusieurs années, maintenant ça fonctionne bien. Et ce qu'on aime, c'est effectivement le contextuel, l'immersion, et de ça doit naître quelque chose qui, au bout d'un moment, crée une émotion chez nous, donc une surprise. Souvent, la surprise et l'émotion sont liées. Voilà. On a des gimmicks, d'ailleurs, le reflet, la fractionner les projets. Après, c'est ce que j'allais dire. Le naturel a tendance à revenir au galop. Il y a des choses que l'on aime et qui ressortent, mais c'est surtout sur l'idée effectivement de l'émotion que doit générer un projet. Le reflet en est en une, on travaille beaucoup sur cette notion-là, mais ça évolue. Mais encore une fois, quand on part sur une étude, on part d'une feuille blanche et d'un programme, on n'a pas d'image préconçue dans la tête et on ne dit pas, tiens, on doit arriver directement là. Non, on va faire le chemin et on va voir où on arrive, et on arrive toujours généralement quelque part et on est content d'y arriver, quoi. Une recherche créative. Voilà. Pour cela, vous écoutez beaucoup, j'imagine, les commanditaires ? Oui. Forcément. Bien entendu, c'est nécessaire. Ouais. Non, mais bon. C'est indispensable. On est vraiment, je m'oppose vraiment à l'idée de l'architecte qui fait des caprices pour son projet. C'est quelque chose que je n'aime pas et dont on entend souvent parler de la part de clients qui ont eu des expériences avec des architectes qui défendent leur projet, leur dessin, leur façade. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Oui, mais en même temps, vous parliez de Beaubourg et j'imagine qu'il a fallu batailler pour défendre un tel projet. Et on bataille nous-mêmes, beaucoup, mais dans l'idée d'un bien commun qui soit d'une part celui de notre client, mais celui des habitants qui sont autour, des utilisateurs, pas uniquement notre plaisir à nous. Oui, vous construisez pour les autres. Oui. Bon, à la base, on reste des fonctionnalistes. On a été élevés comme ça, si j'ose dire. Donc, la fonction, c'est par la porte par laquelle on aborde le projet. Mais je pense que le but de l'architecte, c'est de transcender cette fonction-là. Donc, de répondre à la question du client, de répondre à ses attentes, mais essayer de lui apporter autre chose. Je ne pense pas que Beaubourg a été quand on parlait de Beaubourg, a été un projet, par exemple, difficile au choix, parce que c'est un projet qui a une telle cohérence, et c'est ce qu'on essaye de nous d'apporter à travers nos projets aussi, une cohérence dans le discours, que finalement ça devient binaire, c'est oui ou c'est non, ça plaît pas, ça répond pas. Oui, c'était Pompidou d'ailleurs. Voilà. Oui, en plus. Voilà. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire, qui ne l'aimait pas. Nous la connaissons. Nous. Oui. Mais quelle chance on a eu que ce projet ait été choisi et soit construit. Voilà, mais à la base, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de prendre le projet par la fonction et puis d'arriver à la transcender. Ok. Alors, l'école polyvalente de la ZAC Cardinet-Chalabre, avec la résidence étudiante et la cuisine centrale. Comment ce projet a vu le jour ? Il est né d'une demande de programme, de superposition de 3 programmes différents sur un terrain très très petit, face à un parc magnifique, le parc Martin Luther King,
Et notre idée était de faire en sorte que cette densité phénoménale qui nous était demandée se voit le moins possible et soit la plus ouverte et laisse le plus passer la lumière pour tout le monde, que ce soit pour la cuisine centrale qui était enterrée au départ, au départ et à l'arrivée d'ailleurs, puisque c'était le seul moyen de l'implanter sur ce terrain, puis la résidence étudiante qui venait se superposer à l'école. On a fractionné tous ces éléments du programme, on les a divisés, on les a étirés, on les a reliés par des passerelles, on les a personnalisés au niveau architectural pour que les enfants de l'école reconnaissent leur école et ne la confondent pas avec la résidence étudiante qui est juste au-dessus et qui fait beaucoup d'étages. Et c'est cette fracture du projet qui l'a rendu finalement le plus environnemental possible. Après, on a rajouté ce qui était demandé dans le cahier des charges de la ZAC, c'est-à-dire un projet passif avec des dispositifs environnementaux très poussés. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce sur cette densité, on a l'impression d'un grand projet. Oui. Alors que le terrain... Le terrain est tout petit. Tout petit. Ouais. Ouais. Alors, le poste de commande centralisé de la ligne 13 à Malakoff. Ah, celui-là, il est né par hasard, en fait. En fait, on travaillait déjà pour la RATP sur des missions de restructuration de stations de métro. Et ils nous ont appelé un jour en disant on a, enfin, dans le fin fond d'une ruelle de Malakoff, qui est une impasse d'ailleurs, contre un talus ferroviaire qui sert de zone de parking un peu délaissée, on voudrait construire un poste de contrôle centralisé, qui est en fait un bâtiment très, 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 très technique. Voilà. Et sans fenêtre. Et sans fenêtre, parce qu'on ne pouvait pas ouvrir de fenêtre. Donc, bon, voilà. Est-ce que ça vous intéresse ? Nous, on dit oui, bien sûr, ça nous intéresse. C'est l'occasion de réfléchir sur un sujet comme ça. Et ce projet, c'est de vilain petit canard, c'est petit à petit transformé en cygne blanc. C'est-à-dire qu'on a pu construire un projet en utilisant toutes les contraintes, qui étaient les contraintes techniques. Ces contraintes, justement, de ne pas pouvoir ouvrir de baies sur la façade principale, de devoir s'appuyer sur un talus ferroviaire qui était déjà un élément à la fois rude et à la fois pénalisant à cause des vibrations du trafic. Et petit à petit, ce bâtiment s'est transformé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On en a fait presque une scénographie urbaine qui a commencé à intéresser la ville. Et puis la ville nous a demandé de travailler sur l'impasse pour la transformer en rue. Et voilà. Et ça a été une espèce de cercle vertueux qui a fait que l'architecture a participé à régénérer un territoire qui était complètement à l'abandon et complètement délaissé. La nuit, il est particulièrement présent ? Oui. Oui. Ouais. Il est très visible. Ça en fait un objet quasiment... c'est à la frontière entre l'objet artistique et l'objet architectural. Venant d'un objet au départ très technique, c'est rigolo d'en être arrivé là. Ouais. Alors, Vigne-en-Ville, le concours d'Inventons la métropole du Grand Paris 2. Bon, là, c'est les projets qui mettent en place un process d'intelligence collective. Donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé. On était une équipe très très large avec le promoteur qui était le groupe Pichet et avec un projet de halles gourmandes et beaucoup de logements à implanter. Et ce qui a été très sympa dans ce concours, c'est de travailler avec la partie d'exploitation de vignobles du groupe Pichet, parce qu'ils font aussi du vin, en plus de l'immobilier. Et on a réussi à rendre crédible l'idée de venir cultiver des vignes sur des toits d'immeubles pour faire une production de vin. Et c'est l'inclusion d'une agriculture urbaine dans un projet urbain de grande ampleur. Et avec une forte note poétique, finalement. Oui, et puis des bâtiments très très forts au niveau de l'architecture, de leur architecture. Oui, là, en fait, les toitures deviennent des façades. C'est ça, oui. Et des coteaux. Et puis, ça fait des logements incroyables qui sont insérés dans un paysage urbain, mais qui ressemblent vraiment à un paysage naturel par endroits. Alors, celui-là, quel est l'avenir de ce projet ? Dans le cadre des Réinventés, il fait partie des projets... Il était finaliste, mais pas lauréat. Ouais, d'accord. Après, on ne désespère pas de prolonger cette idée avec le promoteur sur un autre terrain, pourquoi pas, oui. Alors, la base d'instruction pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à Limeil-Brévannes.
Alors, ça, c'est un projet qu'on adore parce qu'on travaille pour les pompiers et que... Les héros. Voilà. Leur devise étant sauver ou périr. Quand on fait des réunions avec eux, je peux vous dire qu'on ne moufte pas. Et c'est surtout aussi une très grosse restructuration avec transformation d'un bâtiment existant qui était laissé à l'abandon depuis les années 80, je pense. Et donc, on donne une nouvelle vie à ce bâtiment. Et quelle vie, puisque c'est un immeuble où il y a de l'enseignement théorique, mais aussi de l'enseignement pratique. Il y a une partie de l'immeuble qui va servir à l'exercice des pompiers, dans lequel on met le feu, on l'éteint, on met le feu, on l'éteint toute la journée. Donc, un centre d'entraînement de mise à feu. Donc c'est voilà. Et puis on a des bureaux pour l'état-major aussi. Enfin, c'est un projet très sympa parce qu'il est très atypique, très atypique et également on l'adapte aux contraintes d'un bâtiment existant qu'on restructure. Ouais, donc en fait, là, vous aviez un cahier des charges et il y a toute une discussion en plus avec la maîtrise d'ouvrage pour définir... c'est un concours qu'on a gagné au départ. Hein, voilà. Oui, on a gagné le concours. Mais est-ce que justement après, le dialogue continue ? Il est indispensable. On voit régulièrement les pompiers justement pour parler de tous les détails. C'est pas rien de faire la moitié d'un immeuble dans lequel on met le feu et on l'éteint toute la journée. Donc il y a... Bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qui rend... c'est presque c'est un démonstrateur, en fait. Oui, et puis c'est ce qui fait que notre job est génial. Ouais. Parce qu'on sait, enfin, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le métier, les pompiers, souvent, dans les bâtiments emblématiques, font des visites pour voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, etc. Ils vérifient. Et là, vous êtes vraiment dans la démonstration. Exactement. Mmh. Alors, encore un projet atypique, le Centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne, aussi appelé le Pressoir. Il s'appelle Pressoria maintenant. Son nom définitif, c'est Pressoria. Tout un programme. Donc, aussi un projet fort en symbole. Oui, là aussi, c'est une restructuration d'un bâtiment agricole au départ. Hein. Oui. En Champagne, l'agriculture est quand même assez hors norme. C'est un territoire de terroir. C'est des hommes, c'est des rituels, c'est de la technique. On parle de tout ça dans le bâtiment avec une scénographie très, très expressive. On travaille avec les scénographes Kassenman. Et c'est une scénographie immersive. Donc, ce n'est pas un musée, mais c'est un endroit où on va ressentir chaque étape de la fabrication du champagne par tous les sens. Bon, un beau programme. Ouais. Espérons que le Covid nous laisse vite en paix pour découvrir ce bâtiment qui ouvre ses portes bientôt. Avant l'été, normalement. Enfin oui, c'est sûr. Possible. Maintenant, l'ouverture, je ne sais pas, mais la fin du chantier pour bientôt, très bientôt, fin février. Alors, le Centre des relations franco-britanniques de Ouistreham, Rivabella. Eh bien, il fait partie de notre actualité parce qu'en fait, on va reprendre les études bientôt, puisqu'il a eu quelques vicissitudes, on va dire, administratives. Mais c'est un projet d'abord qu'on adore parce qu'il est l'aboutissement de nos démarches qui est celui des bâtiments paysages. Et qu'on a gagné et qu'on était très fiers d'avoir gagné. Donc quand il s'est arrêté, on était plutôt malheureux. Et voilà, donc c'est un projet qui va repartir bientôt et qu'on va développer. Je pense qu'il va peut-être subir quelques évolutions au niveau du programme. Mais là, on est sur un site qui est complètement incroyable, qui sont les plages du débarquement. On est sur la plage du débarquement. Bon, voilà, déjà... Rien que le site nous fait vibrer et frissonner à chaque fois qu'on touche à ce projet. Voilà. Ouais, on a l'impression qu'il sort du sable. Oui, c'est exactement. Tout à fait. On pourrait le considérer comme une dune habitée, mais pas que. Voilà. Vraiment, là aussi, j'espère, on croise les doigts. Oui. Croisons. Je veux être invitée à l'inauguration. Moi aussi, j'y tiens énormément. Et comme d'ailleurs, nous avions interviewé le maire. Voilà. Qui est toujours là et qui a l'intention de redémarrer le projet maintenant. Bon. Alors, le grand sujet des crématoriums, il y a donc celui de Cormeilles en Parisis. Peut-être que vous voulez parler du crématorium de manière plus générale ou de celui-là, je ne sais pas.
Les crématoriums, c'est une histoire qu'on a héritée en quelque sorte de notre expérience avec Plan 01 quand on s'était appliqué à essayer de rechercher des projets qu'on considérait comme orphelins en architecture. On avait identifié ce thème-là à l'époque comme quelque chose qui méritait l'attention des architectes, en tous les cas en France, puisque ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et puis on a gagné un premier concours, ce qui était celui de la métropole de Rennes. Après, on a continué, puis Phileas a continué naturellement, puisqu'on se trouve, nous, assez à l'aise avec les projets à forte teneur symbolique. Voilà. C'est-à-dire, plus exactement, des projets qui marient à la fois une technicité très particulière et très grande, c'est ce qu'on avait vécu déjà sur le PCC, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais justement qu'on peut transcender pour lui donner sa forme autour de sa fonction, mais surtout du symbole et de l'émotion qu'on veut faire ressortir à travers ça. Et je crois que tout le monde comprendra qu'un crématorium est déjà, rien que par le thème, d'une puissance symbolique immense par rapport à l'émotion qui se dégage de sa fonction, quoi. Voilà. À Cormeilles, on a fait un bâtiment circulaire tout habillé de miroirs, ce qui fait que le bâtiment est extrêmement doux. Et de l'extérieur et de l'intérieur, il se mélange avec le paysage, qui n'a rien de remarquable d'ailleurs, ce paysage, mais il y a quand même des arbres, il y a le ciel beaucoup. Il se confond avec le ciel par moments, le bâtiment, c'est très très joli. Donc il y a à la fois une dimension de recueillement et de parcours. Il y a une aussi. Poésie, en tout cas. Ouais. Voilà, une poésie qui est, je pense, la bienvenue dans ce genre de bâtiment. Ouais. Alors, le monument aux morts, puisqu'on est dans le sujet, puis après on rebondira. C'est un geste simple, un geste quasiment de design urbain. C'est une grande plaque d'acier bleu qui fait 300 mètres de long sur toute la longueur du mur du Père-Lachaise, avec 95 000 noms, qui sont les noms des morts de la ville de Paris entre 1914 et 1918. Il y a une forme d'exploit technique sur cette longueur, sur une rue en pente. Comment donner l'impression que la plaque est horizontale et les noms aussi. Et puis c'est un plaisir aussi de temps en temps de passer à ce genre d'échelle qui est très différente des bâtiments. Donc là, vous estimez que j'ai cité vos projets à la fois emblématiques et ceux d'actualité. Vous aviez peut-être un autre projet dont vous vouliez parler ? Non ? Des concours qui ne sont pas encore gagnés. Vous ne pouvez peut-être pas en parler. Donc on ne peut pas en parler. Mais forcément... Bon, il y en a plein dans les cartons. Il y en a quelques-uns en attente, oui. Et on y croit beaucoup. On a mis toute notre énergie récemment dans la conception de ces projets. Donc évidemment, j'ai envie de parler de cela. Mais bon, il faut attendre un tout petit peu encore, je crois. Ouais, et puis le Covid met la patience à l'épreuve. Oui, aussi. Alors, comment est composée justement votre équipe qui vous accompagne sur ces concours ? On l'appelle la team Phileas, ce qui résume assez bien et facilement l'esprit dans lequel on travaille et dans lequel nous souhaitons continuer de travailler, c'est l'esprit d'équipe. C'est un métier qui est complètement collaboratif, où on doit intégrer des compétences et des avis et des normes qui viennent de tous côtés, sans parler des contraintes fonctionnelles et de budget, bien entendu, qui sont le socle de la réflexion. Je pense qu'il faut appliquer cette démarche collective, cette intelligence, au départ, au sein de l'agence. C'est-à-dire que les architectes travaillent en binôme ou à plus nombreux. On fait des présentations, on demande les avis des uns et des autres. Ils sont susceptibles de s'aider aussi les uns les autres. Et on les associe, on fait des réunions, toute l'agence est impliquée toutes les semaines pour les associer. Et on a l'intention de continuer et d'augmenter cette participation dans notre travail, d'intégrer vraiment tous les acteurs de l'agence à cet esprit d'équipe. Oui. Sachant qu'on n'a pas que des architectes, évidemment une grande majorité d'architectes, mais on a un directeur technique qui gère la partie économique et technique d'une partie de nos projets, et puis des personnes qui s'occupent évidemment de la communication, du développement aussi. Oui, c'est vrai que vous êtes bien équipé de ce côté-là. C'est bien. Vous fonctionnez en BIM.
Absolument. Hein. Oui, on a fait notre révolution BIM il y a longtemps déjà. C'est-à-dire qu'on conçoit tout en 3D avec un logiciel qui est fait pour les architectes dès le départ, dès les concours. Et ensuite, il y a des passerelles avec les autres logiciels qui sont utilisés par les cabinets d'ingénierie facilement. Et on a plusieurs projets en BIM, vrai BIM, Ouais. parce que la commande nous en a été faite. Mais même sans ça, on ne travaille que comme ça. D'accord. Vous trouvez que la commande publique est en train de changer ? Oui et non. Non, parce que sa structure est restée toujours la même. Le principe de la commande publique reste sur les appels d'offres, sur La les loi jurys, MOP sur qui tient encore. Ouais. Je ne sais pas pour combien de temps, mais... Voilà, il y a la loi MOP. Mais là, on a vu une évolution au cours de ces années, c'est que, en fait, la proposition, que ce soit sur les réinventer la métropole, ou inventer la métropole, réinventer Paris, etc., est passée finalement du public au privé. Voilà, il y a une espèce de transfert de compétences, voire de responsabilité sur la création du tissu urbain, de la création de la ville. Voilà, le public qui avant avait des structures pour penser, réfléchir, proposer, et les architectes venaient répondre aux questionnements et au prédimensionnement en quelque sorte qu'avait fait le public. Aujourd'hui, on leur demande juste, avec l'aide évidemment des promoteurs, des constructeurs, d'amener des solutions ou voire des propositions. Donc en ça, il y a eu une évolution, oui. Et vous perdez, vous, au passage, Mm. sur cette évolution ? Non, je ne pense pas qu'on y perde. C'est sûr que si on regarde avec le regard d'il y a 15 ans, oui, on y perd. Ouais. Mais il y a aussi, encore une fois, le monde a changé. Cette bascule du public vers le privé, en fait, c'est aussi une responsabilité qui est donnée au privé. Et voilà, il y a encore du boulot, hein. Ouais. Mais c'est en cours aussi. Alors, Ils sont un peu plus sachants ? disons que ça a élevé le niveau des promoteurs. Ouais. Les promoteurs, aujourd'hui, parlent d'écologie et de développement durable presque mieux que certains élus. Ouais. Alors, super enchaînement. Comment imaginez-vous le monde d'après ? Oh c'est difficile d'imaginer le monde d'après sans dire de bêtises, hein. Il y a toujours des facteurs imprévus. On imagine. Voilà. Il y a toujours des facteurs On va pas imprévus faire Paris. qui renversent le jeu des prévisions, hein. Mais ce qui est, à mon avis, nouveau dans l'histoire avec un grand H, c'est que les choses s'accélèrent. Les choses vont de plus en plus vite. Il faut relire Paul Virilio là-dessus. Mais on a toujours l'impression que la société ou l'humanité est toujours en retard d'un métro sur les événements qu'elle génère elle-même, ce qui est paradoxal. Mais en ce qui concerne l'architecture plus précisément, l'avenir, c'est que l'usage et l'environnement doivent désormais prédominer sur la création de l'objet architectural. Et à ça viendront s'ajouter aussi des avancées technologiques que l'on voit sur les paillasses ou même qui sont descendues déjà des paillasses, que ça soit l'IA, l'intelligence artificielle dans la machine même de production de l'architecture. Il faut quand même savoir que nous, on est la dernière génération ayant appris l'architecture sur des tables à dessin. Avec des rotrings et des... Ouais. Voilà, et tout ce qui va Moi avec. aussi, j'y suis passée. Voilà. Je veux dire, si un architecte des années 20 rentrait dans une agence aujourd'hui, il ne reconnaîtrait pas, parce que ça ne ressemble pas du tout à une agence d'architecte. Il n'y a plus de table à dessin, il n'y a plus tout ça. Donc, ça a forcément joué sur la façon de concevoir l'architecture. Voilà. Donc, l'IA va aussi avoir apporté des modifications dans la phase conceptuelle. Et les nouveaux matériaux qui vont être issus, en particulier des nanotechnologies qui sont en plein développement, vont aussi amener des évolutions qui vont sûrement nous surprendre, hein. Ouais. Voilà. Donc, il faut rester attentif par rapport à ça et essayer d'en extraire le bon côté et d'essayer d'éviter les écueils que ça générera de toute façon aussi. Oui. Après, du coup, le monde d'après, après ce que tu viens de dire, pour moi, l'avenir est aux grandes agences. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir, évidemment, il restera une petite commande privée pour des petites structures d'architectes, mais je pense que ça n'est qu'en grandissant que les agences pourront faire face à ces défis
C'est-à-dire qu'il va falloir, pour cela, pour répondre à toutes ces innovations et y participer, il va falloir que les agences se professionnalisent de plus en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce qu'en fait, actuellement, on est un peu dans le truc inverse, dans le processus inverse, dans le sens où les étudiants n'ont pas forcément envie de rentrer dans des agences, ils deviennent indépendants, et du coup, il y a une multiplicité, en tout cas, moi, je trouve, de structures, avec cette facilité quand même à être autonome, alors qu'avant, c'était moins évident. Oui, non, mais la liberté, c'est une chose. Après, la liberté d'être architecte, si on ne construit pas, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de construire, c'est pas de faire des architectures de papier. Et pour construire, aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de compétences dans une agence. Il faut rester à l'affût et très agile sur toutes les normes, etc., qui nous submergent. Idéalement, inclure au sein du process créatif des compétences techniques, ce qu'on a fait, nous, avec le bureau d'études Plan 02, parce qu'on a des ingénieurs qui travaillent avec nous dès la conception sur les aspects environnementaux des projets. Idéalement, on aurait des économistes et des ingénieurs structurés fluides dans cette même démarche. Ce serait parfait. Et pour ça, il faut quand même avoir de la commande, avoir un volume de commandes suffisant. Et puis, et surtout... c'est la créativité, c'est-à-dire avoir les moyens de faire de la recherche en architecture, d'explorer plusieurs solutions pour un projet. Il faut les moyens de le faire, que ce soit des moyens matériels, atelier maquette, etc. Et puis le temps, donc une équipe. Et pour moi, je crois que ça passe par les agences de grande taille pour pouvoir réserver ces disponibilités-là dans le processus créatif et constructif. Alors, une agence de grande taille, déjà aujourd'hui, une équipe de 30, c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est encore insuffisant pour avoir une cellule de recherche, par exemple. C'est-à-dire peut-être justement quelques architectes qui travailleraient sur le projet rêvé de Dominique, en blanc comme ça, sans commande, sans honoraire, sans contrainte, mais qui permettrait de faire avancer notre imaginaire. Alors maintenant, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture ? D'abord, travailler. Ça, c'est le point de départ, parce que la passion, ça ne se commande pas. Il faut l'être passionné, ça c'est évident. Il faut être professionnel et créatif, ça c'est aussi indispensable. Et l'agilité aussi. C'est-à-dire être capable d'évoluer, de comprendre qu'il y a des changements dans le monde et de s'y adapter, et d'être résilient aussi, parce qu'on fait ce métier, on perd beaucoup de concours, mais en fait, on apprend de nos échecs. Et de ce point de vue-là, on gagne à chaque coup. Dominique ? C'est d'y croire. Aux jeunes, il faut leur dire qu'il faut y croire. L'architecture, c'est pas un métier. Si quelqu'un le fait comme un métier, ça va être très décourageant. C'est une vocation. C'est même pire que ça. Ça doit être une addiction. Voilà. Oui. C'est le seul moyen d'encaisser. Il y a un petit côté masochiste, c'est ça ? Non, sans aller dans le maso, parce que c'est de prendre Non. du plaisir, justement, d'y trouver du plaisir, donc de trouver du plaisir qu'à faire que ça. Moi, je dis toujours qu'un architecte doit faire de l'architecture comme un pommier fait des pommes, c'est-à-dire qu'il le fait naturellement et il ne sait pas faire autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'il continue à faire ça et qu'il trouve toujours du plaisir. Les pommes qui ne tombent jamais très loin de l'arbre. Voilà, évidemment. On peut continuer dans la métaphore. Sinon, moi, en tout cas, c'est une belle métaphore. Je crois que je l'ai piqué à quelqu'un. Elle n'est pas tout à fait de moi. Et ce que je voudrais dire aux maîtres d'ouvrage, aux commanditaires en tous les cas, c'est de faire confiance aux architectes, de donner leur chance aux architectes, de les écouter. Les architectes, c'est bien. Quand ils font bien leur métier, ça fait rêver, ça apporte quelque chose de formidable à une ville. Donc que nos commanditaires nous fassent confiance, nous donnent cette opportunité-là, parce que c'est ce qui va rester de toute façon de notre passage et de leur passage aussi. Donc il faut qu'ils aient cette ambition, qui soit une ambition à long terme. Voilà. Est-ce que, j'ai une question qui me vient à l'esprit, aujourd'hui vous auriez plus tendance à aller vers du durable,
c'est-à-dire un bâtiment construit non pour 50 ans, mais pour 150 ans, par exemple, ou plus tendance à aller vers du léger qui puisse être démonté, remonté, réutilisé. Les deux. Les deux. Ouais. Le durable doit être réversible, Ouais. ça c'est clair. Ouais. Même si c'est du durable pour 20 ans, il faut que les bâtiments aujourd'hui puissent évoluer. Ouais. Ça c'est certain. Mhm. Et d'ailleurs, on transforme beaucoup de bâtiments des années 70. En ce moment, à l'agence, on les transforme en les rendant vertueux énergétiquement et en changeant leur programme. Ouais. Mais c'est pas facile, ils n'étaient pas conçus pour ça. Oui, puis un bâtiment des années 70, au niveau acoustique, c'est pas évident. Il me Ah oui, semble. oui, non, mais Ouais. il y a tout à remettre à plat. Ouais. Mais c'est intéressant de ne pas démolir, du coup. Effectivement, l'air du temps, il est là aujourd'hui. Ouais. La première vertu du développement durable, c'est d'éviter, si possible, de casser ce qui a déjà été construit. Voilà. Donc déjà, ça, de pouvoir le réadapter. Mais ce qui est nouveau aussi dans la conception des bâtiments, c'est que maintenant, on prend en compte cette deuxième, troisième, quatrième vie des bâtiments quand on conçoit un bâtiment, ce qui ne se faisait pas avant. Voilà. Avant, on concevait pour un programme, pas forcément pour une durée, mais quand le programme était obsolète, on pouvait raser le bâtiment si ce n'était pas une œuvre qui était considérée comme historique ou dominante, quoi. Voilà. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand on attaque un projet, on essaye de le penser parce qu'il va avoir une deuxième vie, voire une troisième vie, que ce soit au niveau de ses matériaux ou au niveau même de son programme. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Je fais un appel aux maîtres d'ouvrage. Ils sont super, l'atelier Phileas. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.